Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retourne dans une nouvelle vidéo point lecture avec 3 titres que j'ai lus et une relecture. Donc on commence tout de suite avec La 16e clé de Éric Sénabre chez Didier Roman Jeunesse. Donc ici on va y suivre Oswald qui vit dans l'immense manoir de Emyoc. Suite à une maladie assez rare et assez dangereuse, il a été mis dans ce manoir par ses parents. Il a tout un tas de domestiques pour s'occuper de lui et de professeurs. Et il ne voit jamais ses parents de par le fait de sa maladie, mais il lui envoie des photos et il lui envoie des lettres de temps en temps. Tous les ans, pour son anniversaire, il reçoit une clé qui lui donne accès à certaines parties du manoir. Et donc là, il s'approche de son 16e anniversaire et il a hâte d'avoir cette 16e clé puisqu'il a repéré une espèce de petite tourelle avec plein de fenêtres et il aimerait bien savoir si la 16e clé ouvre cet endroit. Il est le seul enfant du coup avec tous les domestiques. Et un beau jour, une jeune fille, une adolescente comme lui, réussit à rentrer en contact avec lui. Et à partir de là, on va partir dans un monde auquel on ne s'attendait pas. En tout cas, auquel moi je ne m'attendais absolument pas. Enfin, quand je dis un monde, on est toujours au manoir, hein, mais je veux dire, le fait de rencontrer cette fille va lui ouvrir tout un tas de perspectives que jusque-là il n'avait pas et qui risquent de bouleverser un petit peu son existence. Au début, j'avoue que je ne comprenais pas trop au tout début où l'auteur voulait en venir. Après, il faut savoir que c'est écrit assez aéré, ça se lit assez vite, hein, clairement. Mais c'était plaisant, donc j'ai continué à lire. Et je dois dire que je me suis quand même beaucoup attachée à Oswald et donc la jeune fille qui se nomme Zéla. Je voulais ne pas dire de bêtises. Et c'est des personnages qui sont quand même attachants, qui sont développés, qui sont travaillés. L'univers est intéressant aussi et clairement, je n'avais pas du tout vu où l'auteur voulait nous amener. J'ai été très agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé la direction en fait que l'auteur a pris dans ce récit. Et je suis très contente d'avoir lu cette lecture qui était franchement une très bonne lecture. Alors ce ne sera pas une lecture coup de cœur, n'empêche que ça reste un excellent moment de lecture. C'était divertissant, c'était intéressant, il y a des choses auxquelles on ne s'attend vraiment pas et j'ai beaucoup aimé être surprise par ça, être surprise par les idées de l'auteur, être surprise des retournements de situation et des révélations que je n'avais pas vu venir non plus. Et franchement c'était très bien fait, la plume elle est fluide, elle est addictive, on a envie de savoir ce qui se passe pour nos héros, ou en tout cas ce qui va se passer. Et c'était vraiment chouette. Donc si vous aimez les histoires de manoir un peu qui cachent des secrets, avec des gens qui cachent des secrets, et un univers où qui ne va pas forcément dans la direction auquel on pourrait penser, je vous le recommande parce que c'était vraiment très chouette. Je peux pas vous en dire beaucoup sur l'histoire en elle-même parce que voilà, ce que je vous ai dit c'est ce qui est écrit dans la 4e. Je vous ai rien dit de plus. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de petits mystères qui viennent comme ça au fur et à mesure de l'histoire et je voudrais pas vous spoiler la découverte de ces éléments puisque c'est ça qui font qu'ensuite on en arrive à cette fin là. Et que moi j'ai aimé le découvrir sans rien savoir dessus puisque tout simplement je n'avais vu aucun article dessus. Ensuite j'ai découvert qu'en fait des personnes l'ont lu, quelques personnes que je suis, mais vu que j'ai du retard sur les lecture des vlogs, du coup je l'ai pas vu passer et du coup j'ai plongé dans l'inconnu avec juste la 4e de couverture et je ne le regrette pas, c'est vraiment ce qui m'a donné l'engouement et l'envie de découvrir ce titre et de suivre Oswald et Zéla. Et il y a aussi quelque chose qui peut faire partie d'un autre type d'univers et que j'avais pas du tout, comme je vous disais, que j'avais pas du tout vu venir et qui apporte pour moi quand même un gros plus à cette intrigue, à cette ambiance et c'était vraiment chouette. Donc si vous aimez tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est manoir, tout ce qui est avec des adolescents qui sont en quête de quelque chose, en quête de vérité, je vous le recommande chaudement parce que c'était vraiment chouette. Ensuite, je vous glisse la couverture là puisque je l'ai lu en numérique. J'ai vu L'Agenda de Hélène Montardre publié chez Rajo. Alors c'est un ancien titre puisque de mémoire, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2006, quelque chose comme ça. Donc ça date un petit peu. C'est vrai que j'ai une copine qui l'a vu, donc j'ai eu envie de le lire derrière. Voilà, coucou Nat si tu passes par là. Donc ici, on va y suivre Jérémy qui a 12 ans, qui est en 5e. Il vit avec ses parents et sa sœur aînée.
Et un beau jour, alors que son prof est absent et qu'il la court après, donc ils ne peuvent pas rentrer chez eux, il décide d'aller au CDI et il va dans le coin où il y a toutes les revues. Et là, sur la table, sera posé un agenda vert avec un bandeau doré, si je me souviens bien. Quand il voit l'agenda, il se rend compte que c'est un agenda scolaire. Il pense que c'est celui d'une fille puisqu'il est décoré avec des photos, enfin des citations avec de l'encre de couleur violette, rose, etc. Et il y a plein de mots de copines dans cet agenda. Et donc, la curiosité va l'emporter. Jérémy va ramener cet agenda chez lui. Et tous les soirs, il va en lire un passage et il va se mettre en quête de découvrir à qui appartient cet agenda. Et si tout ce qui est indiqué dans cet agenda est vrai, puisqu'il y a une thématique qui est mise au travers de l'agenda. Et il ne sait pas si c'est réel, si c'est pas réel. Il se dit, mais pourquoi noter ce type de choses dans un agenda si c'est vrai? Et donc on va le suivre dans sa quête pour découvrir à qui appartient cet agenda. Au début, il veut tout simplement... il n'a pas le but d'être vraiment très cool avec, mais plutôt d'afficher la personne dont il aura lu les écrits. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il va changer d'avis en cours de route? Ça, ce sera à vous de le découvrir. J'ai aimé la thématique abordée. Donc moi, il faut savoir que de l'autrice, j'avais déjà lu Marche avec toi, le publié chez Rajo. Je me glisse vite fait la couverture quelque part par là pour que vous voyez de quoi je parle. Que j'avais beaucoup aimé. Dans ce livre aussi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle nous amène son histoire, comment elle traite la thématique. Et cette fin qui est mais totalement pas du tout ce que j'avais imaginé. J'étais à des lieux de cette fin-là. Je l'avais pas vu venir. Je dois dire que ça a fait écho à certaines choses pas cool du tout qui m'est arrivé il y a quelques années, qui restent douloureux. Donc c'est vrai que sur le coup, ça m'a foutu un coup au cœur, on va dire, et que c'était pas forcément simple, mais c'était traité d'une très jolie manière. Il y a un réel message derrière tout ça, et voilà, on ne peut que s'attacher à Jérémy, on ne peut que s'attacher à la personne à qui appartient cet agenda, puisqu'on ne la découvre, cette personne, au final, qu'au travers de son agenda. Et j'ai trouvé que le principe était plutôt bien fait, plutôt bien réalisé, c'était bien amené. Ça se lit tout seul, il fait environ 150 pages de mémoire. Mais c'était vraiment une très très chouette lecture. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement. Alors neuf, je ne sais pas si on peut encore le trouver parce qu'il date d'il y a un petit moment. Mais en tout cas, il est toujours vendu neuf en e-book sur les plateformes comme Kobo, puisque moi c'est là que je l'ai vu. Et je pense que d'occasion, il doit se trouver facilement aussi. Mais voilà, si vous voulez une thématique forte pour la jeunesse, je pense que vous pouvez largement le lire à partir de 12 ans. La fille d'une copine l'a lu avant, je pense après que tout est une question de sensibilité du lecteur également et du niveau de lecture du lecteur. Mais voilà, moi je l'aurais conseillé à partir de 12 ans, maintenant ça ne veut pas dire que plus tôt on ne peut pas le lire également. C'est tout. Mais c'était vraiment une très très belle histoire et je suis très contente que Nat m'ait fait découvrir cette lecture parce que sans elle je l'aurais jamais lu et je serais passée à côté d'une belle histoire bien touchante et avec une thématique qui reste encore peu abordée en littérature jeunesse. Ensuite, une relecture que je me suis traînée un bon moment, Harry Potter, le tome 1, donc à l'école des sorciers de J.K. Rowling, chez Gallimard dans la collection Folio Junior. Donc c'est ce fameux coffret illustré par Brian Selznick. Et quand vous mettez les 7 couvertures une à côté de l'autre, ça nous fait une grande fresque en fait. Donc je vous montre un peu comment ils sont faits. Franchement, ce coffret-là, moi j'en avais déjà entendu parler il y a un moment de ça, qu'il y avait un projet, puis j'en avais jamais entendu parler. Et à Noël, mois de décembre plutôt, je les ai vus à l'espace culturel Leclerc. Et j'ai pas pu résister, du coup la chérie me l'a offert pour Noël. Donc je l'ai eu, je savais ce qu'elle m'offrait du coup. Je crois qu'on l'a pris tout de suite parce qu'elle n'avait que 3. C'est des exemplaires qui sont limités. Si je me trompe pas, il y a 20 000 coffrets en tout. Par rapport, ils sont numérotés. Mais voilà, le coffret était juste dingue et c'était celui-ci que je voulais. Et je me suis dit, ce serait l'occasion de faire une relecture. On l'a commencé avec Sylvie et on l'a terminé simplement avec Tania, même si Tania l'a fini depuis un petit moment. J'ai eu un petit souci avec ce tome-là, le tome 1, tout simplement parce que c'est déjà premièrement le seul tome de la série que j'avais déjà relu. C'est-à-dire que je l'avais relu il y a quelque chose comme 2 ans. Et j'avais pas relu les autres en fait.
et que aussi au niveau des films c'est celui que j'ai le plus vu parce que bah, quand on zappe à la télé ils sont quand même rediffusés régulièrement et bah, je tombe toujours sur le 1 moi, donc en fait le 1 je l'ai vu un nombre incalculable de fois, la relecture était assez fraîche dans ma mémoire et je me suis... il fait combien de pages déjà celui-ci, je sais plus. Il fait 312 pages et je me suis arrêtée à environ 150 pages de la fin. Je l'ai laissé en pause pendant plusieurs semaines et j'avoue que j'avais du mal à retrouver cet engouement tout simplement parce que ben, je connaissais quasiment par cœur ce qu'allait se passer et du coup je n'avais plus vraiment ce plaisir de la redécouverte puisque j'avais trop le film en tête, etc. Et ça a compliqué quand même assez bien ma lecture. Je l'ai quand même fini, finalement les 150 dernières pages sont passées largement mieux que le reste puisque les 150 pages dernières je les ai lues d'une traite et que je n'ai pas eu de problème où j'étais moins dedans. Là pour le coup j'étais vraiment immergée dedans. Immergée dedans. Enfin bref, il est tard. Parce que je vous filme ce point lecture, il va être 2 h du matin, tout va bien. Mais voilà, enfin, vous avez compris. Et c'est vrai que celui-ci m'a posé le plus problème parce que c'est tout simplement l'histoire que je connais le plus. Et je pense que c'est ça qui a fait que je n'avais plus autant d'engouement à aller dedans. Maintenant, là, on va s'enchaîner le tome 2. Alors, je sais plus si c'est dimanche ou lundi. On est la nuit de samedi à dimanche quand je vous parle. On va se lire le tome 2 avec Tania puisque Sylvie n'arrive pas trop à lire en ce moment. Donc celui-ci, donc La Chambre des Secrets. Et là je pense que l'engouement va déjà reprendre de plus belle puisque tout simplement celui-ci je ne l'ai lu qu'une fois et ce n'est pas le film que j'ai le plus vu, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois. Je vous avoue qu'en film c'est celui que je préfère le moins. Maintenant les livres, je sais que l'un de mes préférés c'est le 3, mais je vous avoue que mes souvenirs sont quasi inexistants pour les livres en fait. Je m'étais rendu compte déjà en relisant le premier tome il y a 2 ans qu'en fait eh ben, j'avais oublié pas mal de choses par rapport au film puisque tout n'est pas dans les films, ce qui est normal. Mais là je pense que je vais faire de nombreuses découvertes par rapport au film, donc ça va être plutôt chouette et je pense que ça va me donner justement cet engouement que je n'ai pas vraiment eu pour le tome 1. Néanmoins c'était sympa, hein, je dis pas le contraire, c'est juste que ben voilà. Je pense que j'ai fait un peu une overdose de l'histoire du tome 1 et c'est tout, c'est pas grave. Hein. Je me prendrai plaisir à me lire les 6 autres tomes et puis c'est bien aussi, hein, clairement. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de me plonger dans le tome 2, même si ce tome 1 était un peu plus compliqué à relire, même si j'ai toujours apprécié. J'ai apprécié retrouver notre trio, j'ai apprécié retrouver Hagrid. J'ai détesté retrouver Malfoy, hein, ça change pas, j'ai envie de vous dire, ce personnage m'insupporte au plus haut point, donc je suis encore aujourd'hui, du haut de mes presque 35 ans, je reste choquée de son comportement et de sa méchanceté en fait. Parce qu'il est vraiment mais mauvais quoi ce mec, c'est abusé. Et c'est vrai que dans le film on le voit un peu comme, ouais, comme quelqu'un de mauvais, mais je crois que dans les livres c'est encore pire en fait. Tout comme la famille de Harry que je ne supporte pas. Eux par contre c'était pas un plaisir de les retrouver, hein, soyons honnêtes. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et pour terminer, je vais vous parler de Damnée, le premier tome de la série du même nom, de Lauren Kate, publié chez Payard. Ce livre est dans ma pile à lire depuis 10 ans, tout va bien. Dans le cadre du challenge au fil des saisons et des pages, Maud m'a choisi La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Et moi je lui ai choisi celui-ci. Je sais qu'elle l'avait dans sa palle avec le tome 3, mais elle n'a pas le 2. Et qu'elle n'avait plus très envie de le sortir de sa palle. Donc je lui ai proposé de découvrir ce titre-ci et je lui ai proposé par conséquent une LC pour la motiver un petit peu plus à lire ce titre, puisqu'il ne lui faisait pas particulièrement envie. Donc si on se base sur le résumé derrière, on vous dit mon ange, ma malédiction. À l'intérieur, sur le rabat, vous avez un résumé un peu plus long. Donc dans ce livre, on va y suivre Lucinda, mais Luce c'est son surnom, qui en fait elle était avec un garçon qu'elle connaissait peu. Il y a eu un grave accident, elle s'en est sortie, mais pas indemne, et le garçon qui était avec elle malheureusement est décédé. Suite à ça, on ne sait pas trop pourquoi, elle se retrouve envoyée à Sword and Cross, un lycée d'éducation surveillé, ou alors vous n'avez pas le droit au téléphone portable, vous n'avez pas le droit à tout ce qui est considéré comme, pour eux comme des choses pouvant être utilisées comme des armes. Vous avez des caméras de surveillance, donc c'est quelque chose,
un établissement quand même très surveillé, très strict, etc. Et elle va bien avoir du mal à trouver sa place dans cet établissement Luce. Elle va faire la rencontre notamment de Pen et de Ariane, deux filles qui vont un peu l'aider à appréhender les choses différemment. Et elle va rencontrer deux garçons, Daniel et Cam. Bien entendu, comme dans tout, vous voyez, qui se respectent, on a un triangle amoureux avec Cam, Daniel et Luce, hein, fallait s'en douter. En plus, en même temps, si vous lisez le résumé qui est écrit ici, c'est indiqué. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas lu le résumé, j'ai juste lu Mon ange, ma malédiction, ça m'avait suffi, donc voilà. J'aime les histoires où ça parle de malédiction et d'ange. Alors comme ça, on m'en était servi. Et il y a quelque chose qui l'intrigue dans chacun des garçons. Ça va tourner un peu autour de ce triangle amoureux pendant une partie de ce tome 1. Maintenant, il y a une mythologie qui a été mise en place. Il y a des choses qui ont été mises en place très, très mystérieuses. L'endroit est quand même assez glauque. Hein. Je veux dire, la piscine et le gymnase se trouvent quand même dans une église. Aux portes de l'établissement... Enfin, aux portes de l'établissement. Vous avez un établissement, une grille qui donne sur un cimetière des soldats de la guerre de sécession, si je ne dis pas de bêtises, qui sont enterrés là. Enfin, vous voyez le contexte un peu bien glauque quand même, hein, c'est quand même pas de tout repos. Et donc on va découvrir, parce qu'à chaque fois qu'elle croise Daniel, elle a une impression de déjà vu. Pourquoi, comment, vous avez vite fait, déjà, sur ce coup-là, vous avez des indices dès le prologue du livre. Donc comme ça, le prologue, il fait pas... Il n'est pas très long le prologue. Hein. Le prologue fait... fait 7 pages le prologue. Donc dès les premières pages, clairement vous comprenez pourquoi après elle a cette air de déjà vu. Hein, clairement. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Maintenant il y a d'autres choses qui se dévoilent au fur et à mesure de l'intrigue qui pour le coup moi m'ont beaucoup intriguée, m'ont beaucoup plu et c'est ce qui m'a fait laisser de côté en fait le triangle amoureux. Même s'il y a des moments où il est bien sur le devant de la scène et qui vous revient en mémoire, pendant une grosse partie du temps j'ai quand même réussi, moi qui déteste les triangles amoureux, hein, comme on disait avec Maud, on est un peu trop vieille pour ce genre de truc, hein, c'est clairement pas notre délire. Mais j'ai quand même réussi à en faire abstraction une bonne partie du roman pour me concentrer vraiment sur la mythologie, sur les mystères, sur l'ambiance et tout ce qui se déroule dans ce tome. Et au final, j'ai plutôt bien aimé ma lecture malgré ce triangle amoureux, qui n'était peut-être pas spécialement... j'ai bien peut-être pas spécialement utile. Parce qu'au vu de la fin, il se pourrait qu'il y ait quelque chose... qu'il y ait une réelle explication à ce triangle amoureux, je ne sais pas encore. Je suis loin d'avoir toutes les réponses à mes questions. J'avais soumis des hypothèses... comme souvent à Maud pendant ma lecture. Et je me rends compte que au final, après avoir terminé ce premier tome, même si on n'a pas toutes les réponses, j'étais quand même pas loin de la vérité, j'étais partie quand même dans la bonne direction, mine de rien. Donc voilà. Maintenant, à voir si j'avais entièrement raison, ça je le saurai en lisant les autres tomes, hein, puisque moi j'en ai 4 sur les 5 qui sont sortis. Donc j'en ai 4, j'ai 4 premiers au format papier. Vu que j'ai bien aimé, si je continue à aimer autant la série, clairement, tout simplement, j'irai acheter le tome 5. Je sais pas si on le trouve encore neuf, mais je regarderai pour le trouver d'occasion au pire des cas. Mais ouais, une agréable découverte pour le coup, ça fait 10 ans qu'il est dans ma pile à lire. En fait, pendant longtemps, le tome 5 n'était pas sorti. Et je savais qu'à la fin du 4, puisque des copines l'avaient lu, il n'y avait pas de réelle fin en fait. Donc j'avais pas envie de la commencer. Vous savez comment je suis maintenant quand je ne sais pas si tous les tomes vont sortir d'une série, je ne commence pas la série. Bon, maintenant si je l'ai commencé avant de savoir qu'en fait il s'arrête en plein milieu, bon je me fais avoir, ce qui m'est déjà arrivé. Mais voilà, si maintenant j'ai les tomes, ou au moins le premier tome, mais que je ne l'ai pas lu, et que je vois que ça traîne pour sortir les tomes suivants, etc., je laisse de côté et j'attends de savoir si on a la conclusion avant de me plonger dedans, parce que moi, avoir des histoires où je n'ai jamais le fin mot de l'histoire, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Donc le 5e tome est sorti, donc du coup c'était l'occasion de le sortir. Je l'ai fait sortir à Maud. Maud est quand même intriguée par la fin de ce tome 1 parce qu'il semblerait que ce soit quand même plus complexe que ce que j'avais imaginé. Mais j'étais quand même pas très loin du déroulement
de ce à quoi je m'attendais. Pourtant c'était une théorie, mais bon, étant donné que on pourrait demander à Marilyn, Tania et Sylvie, j'ai tellement des théories qui sont relativement souvent totalement foireuses et que je vais trop loin dans ce que j'imagine, que du coup ben je m'attendais pas spécialement à ce que ce soit la bonne direction ou autre, ce qui fait que du coup je me suis quand même laissée surprendre, puisque j'avais émis cette hypothèse là, mais enfin si, j'étais persuadée, enfin au moment où j'étais en train de lire, je me suis dit c'est obligé, ça peut pas être autre chose, ça doit être ça et tout machin, mais bon, je prête plus attention à mes intuitions, hein. Il n'y a rien qu'à voir avec mes intuitions dans Gardien des Cités Perdues. Je pense que les filles, je les ai fait mourir de rire avec toutes mes intuitions, toutes mes suppositions, ça les a bien fait marrer, soyons honnêtes, et il n'y en a pas beaucoup, j'avais juste un, donc voilà. J'étais même très souvent loin de la réalité. Mais voilà, du coup j'ai quand même été surprise et j'ai passé un bon moment avec ce livre. Après c'est une série voilà, qui date un peu. Je ne sais pas si elle pourrait plaire à tout le monde, mais moi j'ai passé un bon moment et je compte bien me lire prochainement les tomes qui sont dans ma pile à lire. Puisque Maud n'a pas le tome 2, elle a regardé les prix en e-book. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, hein, soyons honnêtes. Puisque le livre papier fait 16,90 € pour le tome 1, j'ai encore l'étiquette derrière. Et en e-book je crois qu'ils sont à 11,90 €, 11,99 €. Je trouve que ça fait quand même cher pour un e-book. Donc elle va voir si elle le trouve d'occasion. Mais vu que Marilyn ne l'a pas lu, il n'y a pas de résumé spoilant sur les tomes. Et du coup, si j'attends la fin du confinement pour que Maud essaye de voir pour le trouver d'occasion, pour ensuite qu'on arrive à se les caler en lecture, je pense que je vais avoir oublié ce qui s'est passé dans le tome 1 en fait, clairement. Et ce serait dommage, donc je vais me lire prochainement le 2 qui est juste là, parce que je l'ai déjà sorti, et qui est Vertige. Voilà, donc on a Vertige, le tome 3 c'est Passion, le tome 4 c'est Volupté, et le tome 5, vu que je l'ai pas en papier, j'en sais rien. Je peux pas regarder dans ma pile à lire. Celui-ci fait à peu près la même taille. Par contre, ce coup-ci, ce qui est bizarre, c'est qu'on commence le livre par les remerciements. Alors je crois que c'est la première fois que je vois un livre qui commence par les remerciements en fait. Je ne pense pas avoir déjà vu ça. Je sais pas combien il y a de chapitres par contre. Il y a encore un épilogue. Il y a 19 chapitres et un épilogue. Voilà. Mais je pense que je vais l'attaquer très, très vite. Donc je pense que vous allez rapidement voir mon avis là-dessus. Et vous allez voir mon avis sur Ugly Love que je vais lire en lecture commune avec Ombline. Mon avis sur ma relecture du tome 2 d'Harry Potter avec Tania. Et avec Marilyn, on va lire La fille qui pouvait voler qui est sortie. Enfin qui est sortie chez Lumen. Que j'ai pris en numérique. Et donc voilà. Voilà un petit aperçu de ce que vous aurez dans le prochain point lecture. Hein. Du coup vu qu'ils étaient tous à portée de main, je vous montre ça. Voilà, mon point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres. Bon, Harry Potter, je me doute bien que oui. Hein. Mais je parlais plus pour l'agenda, la 16e clé ou encore d'année. Si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez un avis comme le mien ou totalement différent? Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une bonne fin de semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.